Salut, mardi 26 mars 2024. Tadadadam, le scalp. Donc comme je vous ai dit, non, fallait que je fasse une vidéo. Je l'ai pas vu, mais je suis obligé de faire une vidéo uniquement sur le scalp. C'est un truc de malade, hein. Franchement, vraiment, ça finira mal, hein, vos histoires à jouer. C'est pas des jouets, hein. C'est-à-dire que le vrai missile, un sixième, donc le vrai missile Scalp est 6 fois plus grand que celui-ci, mais c'était exactement le Scalp que nous avons sous les yeux, avec ses ailerons qui se... Les Russes, ils vont accrocher ton scalp à leur ceinture. Et avec cette aérodynamique, cette forme si particulière, je ne sais pas s'il se distingue des autres. Pierre, vous allez nous aider. Comme je vous ai dit avant, hein, je ne sais pas si ça existe dans les autres pays, ça. Je crois pas. Hein. Ça doit être français, ça. Comme si c'était des jouets, quoi. C'est Noël. Non, c'est Pâques. C'est le cadeau de Pâques. Comment ça fonctionne? D'abord, où se trouve, par exemple, la charge explosive? Ah bah ouais, dans ton cul. Où se trouve le propulseur? Alors, c'est assez simple sur ce plan-là. Les charges sont en tête. C'est bien. Les charges, parce qu'il y en a deux, je vais expliquer pourquoi. Et la propulsion se trouve à l'arrière. Oh, avec une prise d'air qui est là. Putain, lui, il a eu un cancer, alors évidemment. En fait, à ma place, il aurait dû avoir François Hesbourg, qui est le papa, entre guillemets, de cet engin. Je parle à distance, sous son contrôle. J'espère être, complètement dans l'axe de ce qu'il aurait fait. Pourquoi deux charges en tête? Parce que vous avez une première charge creuse qui va permettre de percer le bunker, ou le pont, ou le bâtiment, et le reste du missile va rentrer à l'intérieur du trou qui a été fait, et la deuxième charge va exploser tout de suite à l'impact ou avec retardement. Donc par exemple, dans un bâtiment, un bâtiment par exemple russe, ça permet de pénétrer la coque, de ne pas exploser simplement au contact de la coque, le missile rentre dedans et va achever la destruction. Donc c'est ce système de double charge en tête qui est un classique dans les missiles, par exemple anti-char, où également vous avez souvent deux têtes, une première tête pour faire une ouverture dans le blindage, et la seconde va pénétrer à l'intérieur. Son avantage, c'est que, alors, VRP, dans la partie derrière la charge, alors je ne saurais pas vous dire si c'est devant les ailes ou derrière, il y a tout le système de guidage. Parce que ce qui est fondamental et qui donne l'efficacité de navigation du missile de croisière Scalp, les Russes, ils doivent se régaler. C'est qu'il va naviguer à 30-40 mètres au-dessus du sol, que le sol soit française, plat, en vallée, en montagne, il va épouser la forme du relief qui le sépare de sa cible. Alors comment se fait-il? Comment est-ce possible? Sa centrale de guidage à l'intérieur est programmée avant le lancement, et le missile lit sa carte sans se poser de questions, et donc quand la centrale à l'intérieur, l'ordinateur de bord en quelque sorte lui dit tu montes, il monte, tu descends, tu descends. En phase finale, quand il va s'approcher de l'objectif, parce que tout ça est évidemment intégré dans les systèmes intérieurs, il va, alors qu'il vole à très basse altitude, donc il est très difficilement détectable. Quand les Russes en utilisent, ils en ont, notamment le Kinjal, c'est très difficile à intercepter pour les Ukrainiens. En phase finale, il va s'élever, il va monter en hauteur, et il va se mettre en position après presque verticale. Ici, cette partie va s'ouvrir, va se dégager, et vous avez un système de détection infrarouge qui va être dévoilé. Incroyable. Et ce système infrarouge va identifier sa cible. Et il va se précipiter vers sa cible, comme s'il était aspiré par sa cible. C'est pour ça que le missile de croisière, on appelle ça Fire and Forget. 10 millions de pauvres dans ce pays, le pilote de l'avion qui l'a 4 minutes à raconter des conneries sur une merde. Et il a forgetté après, c'est-à-dire qu'il est parti, l'avion et l'autre il rigole. Et le missile de croisière suit sa course jusqu'au point final. Si sur la phase finale, le système... C'est pas fait pour regarder jusqu'au bout. Pas sa cible. Moi, je regarde combien de temps ils font qui a été programmé à l'intérieur. Incroyable. À ce moment-là, le missile de croisière va chercher une zone qui ne réfléchit pas de signature infrarouge. Il explique ça comme si c'était sa femme. Bourré de signature infrarouge. Donc il va chercher une zone qui n'a plus de signature infrarouge pour se cracher, donc dans une zone plutôt désertique. Pour devenir inoffensif. 5 minutes. Une anecdote pour vous expliquer la précision de ce type de missile de croisière. Donc furtivité, précision, longue distance,
basse altitude, avec ce système d'ondulation en fonction de la surface. En 2003, les Anglais, qui ont le Storm Shadow qui était sorti d'usine l'année précédente, l'utilisent dans la guerre d'Irak, mars 2003. Nous sommes dans le triste anniversaire de cette opération militaire en Irak. Les Britanniques en tirent plusieurs, et comme c'est la première fois qu'ils le tirent en opération, Pierre Bell, qui a été le directeur de la communication de NBDA, qui a été à l'origine le fabricant du Scalp et du Storm Shadow, m'a dit que les Britanniques étaient très soucieux de savoir, de vérifier l'efficacité de leurs missiles de croisière. Donc vous aviez des avions après, éventuellement des commandos au sol, qui prenaient des photos des impacts. Et l'autre, il garde l'avion, le missile dans la main, là. Pose-le. Et à un moment, ils ont eu un problème, parce qu'ils avaient tiré sur une cible de Storm Shadow. Or, toutes les identifications ne permettaient de voir 6 minutes. 6 minutes. Et donc, ils se disaient, mais où est passé le second? Est-ce qu'il y a eu une défaillance, etc. Et bien, ils se sont rendus compte que les tout le monde se fait chier ont été tirés à distance l'un de l'autre, dans le temps. Le second était rentré dans le trou du premier, et qu'en fait, il y avait un trou d'entrée, mais il y avait 2 Storm Shadow derrière, avec un effet de destruction sur des bunkers de Saddam Hussein. Ça dit toute la précision aussi. Voilà. Donc, effectivement, voilà, ça permet de faire un peu d'alter en plateau. Alors, le Taurus allemand... c'est reparti. À l'identique. Hein. C'est reparti. Comme ça que ce sont des maquettes qui valent très cher. Quand on est en cabinet ministériel, ce qui était mon cas à la Défense, on l'a relancé. Vos bureaux sont... Il y a plein de maquettes d'avions, de chars, etc. Parce que les industriels de l'armement donnent aux ministres, aux conseillers ces maquettes. Et ces maquettes valent très très cher parce qu'elles sont faites complètement à l'échelle. Et voilà, donc ne cherchez pas sur des sites de vente bien connus, vous ne trouverez pas ce type de maquette à la vente. Entre parenthèses, ça vaut 7 à 8 000 euros, m'ont dit vos équipes. La maquette, voilà. La maquette, c'est plutôt 1 million pour... On va remercier Julien Watley qui a NBDA... 7 minutes de délire sur une arme. Ah, je crois que personne ne fait ça au monde. Hein. Personne. Hein. La France, hein, c'est unique. Hein. 7 minutes, il y a 10 millions de pauvres dans ce pays, ils ont 0 minute de temps d'audience, et il y a 7 minutes pour parler d'une arme qu'on vend aux Ukrainiens, et que les Russes vont nous ramener dans la gueule, quoi. C'est du délire. Mais c'est la France. Vive la France. Vive la République. Salut.